l'alerte numéro 2A a été déclenchée, un cyclone se dirige rapidement sur la Guadeloupe et ses îles proches. Prenez toutes les dispositions utiles. Vous devez immédiatement trouver un abri. Samedi 16 septembre 1989. Un lever de soleil d'une beauté étrange et éclatante pour une journée elle aussi bien singulière. La Guadeloupe s'éveille, la Guadeloupe frissonne et l'on s'étonne encore de trouver ce samedi sur le calendrier, anonyme parmi tous les autres. Une date normale au milieu de la grande roue du temps et pourtant déjà gommée dans les esprits des Guadeloupéens pour qui il ne s'agira plus désormais que du jour avant. Un avant comme l'avant Pompéi, comme le jour précédent Nagasaki ou comme celui qui annonça le désastre de San Francisco. Un samedi 16 septembre placé sous le signe de l'attente d'un accomplissement proche et inexorable, avec cependant l'espoir tangible de survivre. Voilà pourquoi on prépare tout de même un après Hugo. On espère. Je suis là depuis 7h30. Je pensais qu'à 8h, le magasin serait ouvert pour permettre à ceux qui n'avaient pas eu le temps de s'approvisionner hier. Ça n'a pas été le cas. Nous attendons toujours. Vous avez fait des provisions? Bah oui, vous voyez, ma voiture est pleine. Là, je m'en vais. Vous allez où? À Saint-François, ça se passe à Sainte-Anne. Consolider les habitations, faire le plein de vivres ou d'essence, ces gestes tout à la fois inhabituels et coutumiers participent d'un rituel que la population antillaise connaît bien. L'ouragan du 12 septembre 1928 et ses 1200 morts. Le passage de Cléo en août 64, Inès le 27 septembre 66, David et Frédéric en 79. Des repères historiques que l'on commente dans les rues du Moule ou de Pointe-à-Pitre pour se convaincre qu'après tout, Hugo ne nous apprendra plus rien. Ces 10 dernières années, la Guadeloupe a d'ailleurs échappé à une multitude de fortes dépressions. On parle de courants favorables et d'échappatoires possibles. Preuve supplémentaire, depuis quelques heures, le phénomène a ralenti. On attend avec impatience le dernier bulletin météo. Cette photo, nous avons souhaité qu'elle soit vue par le public guadeloupéen car elle est très parlante. Elle montre d'une part la position de la Guadeloupe par rapport à l'ouragan, la structure de l'ouragan qui est très violente avec un œil bien défini et des spirales très nettes. Cette petite flèche indique le déplacement de l'ouragan, mais également cette partie plus sombre, pratiquement dénuée de nuages, explique et va expliquer peut-être aux Guadeloupéens pourquoi nous avons eu ce sursis de quelques heures avant que les hostilités ne démarrent vraiment. Les vents sont toujours de 230 km à l'heure, ce qui laisse, Hugo, un ouragan de classe 4 extrêmement dangereux. 14 heures à Basse-Terre, on ne joue plus. Dans le quartier de la Rivière des Perles, les CRS répètent inlassablement les consignes de sécurité. C'est le plus puissant, le plus dangereux du siècle. Même celui que les anciens ont connu, il est encore plus dur. Non, mais c'est ne restez pas là, surtout si vous avez une maman âgée. Je retirais ma mère. Seulement, il y a seulement le son qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. Il y a du ménage, mais c'est pas tellement. Bon, vous allez partir, hein? Oui, c'est sûr. Je reste là parce que j'ai le matériel à pêche là-bas, il faut que Oui, mais par rapport là, quand ça va souffrir, on parle. Dans ce quartier ouvrier du chef-lieu, on repousse le départ jusqu'au dernier moment. Le vent ici, on ne le craint pas. En revanche, on imagine facilement les conséquences d'un éventuel mini raz-de-marée pour les cases du bord de mer. Argument nécessaire et suffisant pour se replier vers les abris. Vous habitez là? Faut pas rester là, hein? Il faut pas rester là. Ça devient très grave, très dangereux. La mer va monter de 3 mètres, 3 mètres 50. Faut pas rester au bord de la mer, hein, madame. Vers 17 h, le ciel est déjà sombre, le vent encore modéré siffle de façon lugubre. Ces prémices sont éprouvantes pour les nerfs. Jusqu'à 21 h, les éléments respectent un crescendo d'une régularité exemplaire. Les anciens commencent à dévoiler les détails d'un scénario immuable. La Guadeloupe n'échappera plus aux terribles morsures du monstre Hugo. La nuit se peuple d'angoisse et d'images fantomatiques. Dans 3 quarts d'heure, vous n'avez plus rien. Dans moins d'1 heure sur la région 58.
Très bien, 90 22 00, c'est notre liaison entre vous et nous. Notre antenne vous est entièrement ouverte. Il est 1h et bientôt 23 minutes. On écoute un petit peu de musique. La nuit la plus longue, une nuit dense, agressive. Seul repère de vie, la radio, devenue également sanctuaire, refuge. Allô? Allô? Oui, bonjour. Et bonjour, c'est bien Repo? Oui. Oui. Voilà, de toute manière, il paraît difficile de faire quelque chose. Mais en fait, je tiens à vous signaler quand même sur les abîmes, à Bois-Guitreau. Oui. Il y a eu... Oui, allez-y. Oui, vous êtes en direct sur notre antenne. Voilà, je voudrais lancer un vibrant appel à tous les voisins de mes tantes, c'est-à-dire la famille Lanclasse, qui habitent la rue Grignan, c'est-à-dire la rue des Écoles, au bourg de Sainte-Rose, puisqu'il y a le toit qui est parti, donc la maison se trouve, c'est un véritable déluge. Donc si les voisins, et notamment les équipes de secours, peuvent leur aider. Dimanche 17 septembre 1989. Ce que certains n'attendaient plus arrive, le jour apparaît, et avec lui comme par enchantement, la peur s'envole. Pourtant le cyclone, lui, est toujours là. Dans la nuit, le vent n'a causé dans ce sud Basse-Terre que des dégâts mineurs, alors la mer déchaînée tente de parfaire l'œuvre destructrice. Le littoral de Capesterre-à-Bouillante est envahi au petit matin par les flots, les abris portuaires disparaissent un à un, les routes du bord de mer se crevassent, les débris s'amoncellent, rendant tout déplacement aventureux. La population de Basse-Terre est cependant dans la rue, l'agglomération semble vouloir fêter sa victoire sur la nature. On établit très rapidement un premier bilan, quelques dizaines de sans-abri, mais aucun blessé. Le chef-lieu a été épargné et remercierait presque la soufrière pour son existence. Le massif volcanique a joué un rôle de barrière protectrice tout au long de cette nuit de cauchemar. Mais si l'on est rassuré sur le sort du sud Basse-Terre, les interrogations sont nombreuses en ce qui concerne le nord Basse-Terre et surtout la Grande Terre. En 1979, David avait frappé fort de ce côté-ci de l'île. Les Basse-Terriens ont déjà compris qu'Hugo vient en quelque sorte de rétablir un équilibre malfaisant en arrachant l'autre aile du papillon Guadeloupe. Des Sainte-Rose, Saint-François, Sainte-Anne, Le Moule, Petit Canal, Désirade. Les noms de ces communes reviennent régulièrement sur toutes les lèvres. Le téléphone hors d'usage et les routes encombrées ne permettent pas de confirmer ou d'infirmer les rumeurs. Les Basse-Terriens pensent alors aux amis, aux collègues, aux parents, à tous ceux qui vivent là-bas, à l'est, et dont on est sans nouvelles. De l'autre côté du canal, aux Saintes, les questions se posent de façon tout aussi abrupte. Le petit archipel n'a ressenti que les ultimes sursauts de la bête, mais la douleur se lit sur les visages. L'angoisse c'est maintenant en fait qu'elle atteint son paroxysme, une terrible attente pour savoir si la mort a frappé là-haut dans le nord. Le seul lien avec le continent Guadeloupe, distant d'à peine 10 km, c'est la radio. Et depuis quelques heures, les informations sont mauvaises. On s'attend à une catastrophe sans savoir très bien ce que cela peut signifier. Stupeur, désespoir, colère. En découvrant ces villes et ces campagnes comme bombardées par un ennemi invisible, on perd pied. C'est un monde qui s'écroule car Uquera a perdu son âme. Hugo mérite bien le qualificatif de cataclysme du siècle.
On se prend à compter les habitations intactes, reculant le moment où il faudra fouiller les décombres. Hugo, Vision d'enfer, dans Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre est une ville qui est complètement sinistre. On ne nous a pas encore signalé les victimes, mais nous croyons que certaines personnes qui ont refusé de quitter leur case doivent être bloquées, hein, certainement. Pas certainement. Pour l'instant, nous allons vérifier, on va aller voir ce qui se passe. Madame, vous avez passé la nuit dans l'estafette là? Ah bien oui, hein. Comme vous nous voyez là, on est resté là-dedans. La maison, elle est tombée, il y a eu des problèmes? Non, c'est pas tombé, mais comme le toit est tombé, alors on est sorti là-dedans, on est resté par ici là. Et vous étiez combien dans cette voiture? Alors on était à 6. Toute la nuit? Toute la nuit là, ici là. Hein? Et là, c'est la cuisine. Tout est tombé. Là, il y avait une pièce encore. Tout est parti. Là, c'est la reste de la maison. C'était là, le toit est parti, les toits sont partis, tout, le meuble, tout. On avait des choses, tout ça, tout ça est parti. Vous voyez, tout ça. Il n'y a rien. Tout est parti avec le vent. Pointe-à-Pitre défiguré mais debout à l'heure des comptes. Les chiffres affluent de tous les quartiers, de toutes les communes. Chiffres sinistres, implacables. Un bilan de dépêche journalistique. 6 morts, 107 blessés, 15 à 20 000 sans-abri. Des chiffres reflets d'une réalité qu'aucun Guadeloupéen n'appréhende encore véritablement. Chaque individu est comme perdu dans un monde à la dérive. On rit, on pleure, sans savoir très bien pourquoi l'on passe de l'un à l'autre. Ce cyclone a saccagé le pays, mais a aussi très fortement marqué les esprits. Un traumatisme psychologique peut-être beaucoup plus profond que ce que l'on constate ce dimanche 17 septembre 1989, après 12 heures d'angoisse. L'aéroport du Rézé transformé en casse, un autre symbole d'une Guadeloupe isolée où le silence est devenu un élément perceptible, un peu comme le vent qui lui était devenu matière. Alors que la dépression tropicale d'après-cyclone apporte maintenant son lot d'inondations, chacun veut bouger pour retrouver ses proches. Des familles dispersées qui pensent avant toute chose à se regrouper. Ensemble, on se sentira plus fort.
Commune après commune, ville après ville, les images se répètent, similaires. Un grand bégaiement qui rapproche Sainte-Anne, Saint-François, Le Moule et les autres cités de la Grande Terre, toutes rassemblées désormais dans le groupe des sinistrés. On cherche bien sûr à classer les uns par rapport aux autres, les quartiers plus ou moins touchés, les rues intactes ou bouleversées. Un souci du détail un peu dérisoire, simple preuve de la volonté des hommes et des femmes de ce département d'aller jusqu'au bout du chemin de croix, aller le plus loin possible dans le constat d'après Hugo pour se donner ensuite de nouveaux points de repère. Une progression indispensable, méthodique, car l'on sait ici qu'il faudra vivre longtemps avec les stigmates du cyclone. J'ai tout perdu, une phrase qui sort de centaines de bouches ici à Saint-François. Comment croire que nous sommes dans l'une des principales stations balnéaires de la Guadeloupe? La ville est sans dessus-dessous et les habitants ont souffert dans leur chair. Pour 1 millier de foyers, le labeur de toute une vie vient d'être anéanti. Difficile dans ces conditions d'apporter conseil et réconfort, les mots sont dépourvus de sens et les élus eux-mêmes abandonnent tout discours. Un simple regard, une poignée de main ont 100 fois plus de poids. Ernest Moutoussamy, le maire de la ville, tente de décrire l'atmosphère qui règne depuis le petit matin. De se réveiller un dimanche matin avec une telle atmosphère dans un tel cadre, il n'y a pas de quoi se réjouir ni être gai. Et je dis que vraiment cette population est touchée profondément. Et c'est vrai, c'est la tristesse à Saint-François. Voyez ma situation. J'attends qu'on pouvait me recouvrir la maison. C'est ça que je demande. Qu'on me recouvre la maison, on peut m'abriter un peu. Vous voyez, je n'ai pas de soutien. Je touche une seule petite pension alimentaire de mon mari qui est parti, qui m'a laissé. Je n'ai pas de sécurité sociale. Voyez ma situation, messieurs. Le Moule, une cité bouleversée, ravagée. Pour tous ceux qui ont passé la nuit du cyclone ici, les petites choses du quotidien n'auront plus jamais la même saveur. Les uns pleurent, les autres préfèrent fuir les regards inquisiteurs, et tous gardent au plus profond d'eux-mêmes les traces indélébiles laissées par de longues heures de lutte contre la mort. La vie ne pourra d'ailleurs pas reprendre ses droits de sitôt. Le bombardement, entre guillemets, qu'a subi la ville n'a épargné rien ni personne. Les lieux de culte ont eux aussi souffert, prouvant, si besoin était, qu'Hugo était bien l'émanation d'une force démoniaque. À l'autre extrémité de l'île, la côte sous le vent a elle aussi subi bien des outrages, provoqués la plupart du temps par la brusque montée des eaux. De vieux habitants à Pointe-Noire, des centaines de maisons ont perdu tout ou partie de leur structure. Les dégâts, spectaculaires dans certaines sections telles Marigot, Pigeon, Malandure ou Baillargeant, sont toutefois globalement restreints. Seul Dé échappe hélas à ce constat. La petite cité aux plages de sable blanc est anéantie. Stop.
La première nuit d'après-cyclone, un début d'organisation pour ceux qui, ayant tout perdu, se retrouvent en position de réfugiés potentiels. Les abris lugubres de la nuit d'Hugo deviennent alors des lieux de survie, des centres déjà approvisionnés grâce à l'élan de solidarité qui crée une chaîne d'assistance entre Basse-Terre et Grande-Terre. On ne se pose pas encore de questions trop précises sur ce que pourra ou devra être l'avenir. Ces premières heures de repos sont un moment privilégié que chacun utilise au mieux pour faire le point. On a eu toutes les maisons détruites. On était obligé de s'héberger dans l'école, Albert Lazare d'Andouville. Et je suis là avec mes 10 enfants. On nous apporte de l'eau, de quoi manger. Enfin, on est un peu réconfortés. Et on nous promet encore de donner, mais c'est peu quand même avec tant d'enfants. Face à ces réfugiés contraints d'abandonner parfois parents et amis, il y a aussi tous ceux dont la maison a souffert, mais qui ont choisi d'aménager les 10 mètres carrés habitables restants plutôt que de quitter les lieux. Ce départ serait pour eux une forme de renoncement, alors qu'il faut plus que jamais se battre. Cet esprit frondeur, ce courage jeté à la tête de tous les Hugo de la Terre, c'est la lueur d'espoir qu'on tente déjà d'allumer aux 4 coins de la Guadeloupe. Faire face, quoi qu'il en coûte, mais aussi agir rationnellement et dans certains cas, joindre l'utile à l'agréable. Quand s'est commencé l'ouragan, on avait tout ça, on était bien chez nous, on n'a rien demandé à ce ouragan-là qui est venu, on ne pouvait pas l'arrêter. Mais maintenant, on est obligé de tout manger ce qu'on a, autrement on ne peut rien faire après. Alors, on mange une quantité quand même. Si tout le monde est gentil ici, mais quand on est chez soi, avec ce qu'on a, on doit survivre parce qu'on a vu, et partout à la télé où il y a la guerre, il y a tout ça, il y a des bombes qui pleuvent et tout le monde survit. Alors pourquoi nous, on ne devait pas survivre? On devait survivre, c'est tout. L'organisation, c'est aussi le fruit de la solidarité nationale. Un ministre arrive avec dans ses bagages 430 militaires de la sécurité civile et quelques 50 tonnes de matériel. Le ton est donné, un véritable pont aérien sera désormais établi entre la métropole et Pointe-à-Pitre. Dégager les décombres, redresser les maisons, évacuer les débris, distribuer vivres et eau, assurer un suivi sanitaire, tout est à faire et partout à la fois. Le PC Orsec de Pointe-à-Pitre s'attache à coordonner les actions de chacun, l'objectif étant d'obtenir des résultats rapides, permettant une indispensable reprise des activités. Les urgences en Guadeloupe sont de rétablir les communications d'une façon générale, que ce soit des communications routières, des communications téléphoniques, communications et le réseau électrique. Alors donc nos besoins urgents évidemment actuellement c'est d'obtenir des moyens suffisants pour rapidement retourner à la normale sur ce plan-là. Sur le plan sanitaire, nous avons une situation qui est satisfaisante puisque la population de la Guadeloupe ayant bien suivi les consignes de prudence qui avaient été diffusées avant le cyclone, il y a eu peu de victimes. Peu de victimes certes, mais un travail de titan à effectuer pour que l'île retrouve un fonctionnement à peu près normal. Tous les habitants se mettent bien entendu au travail, mais l'aide extérieure est capitale. L'armée joue ainsi un rôle prépondérant dans la semaine suivant le cataclysme. Sur place, le commandant militaire de la Guadeloupe, le colonel Jacques Redeau, jette toutes ses forces dans la bataille. Le 41e BIMA et le régiment du service adapté reçoivent l'aide des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Nogent-le-Retrou, mais également des légionnaires de Kourou, du 33e RIMA de Martinique ou encore de la Marine nationale et de l'armée de l'air. Des hommes qui sont au bout d'eux-mêmes pour sans cesse gagner du terrain et permettre aux secours d'intervenir dans les secteurs les plus isolés. Tronçonneuses, explosifs, tous les véhicules du service du matériel et des bâtiments. On emploie l'intégralité des moyens disponibles pour accomplir cette tâche. C'est une longue marche, éprouvante pour les organismes, mais payée de 1000 sourires et regards reconnaissants. Ces efforts-là auront marqué les cœurs. Vous avez reçu quelque chose? On vous a actuellement, quelqu'un est venu pour... Et
au point de vue homme, ici, là, il y a... Non, je suis veuve. Vous êtes Ma veuve. mère, elle est veuve. L'armée sur tous les fronts, mais l'armée frappait durement aussi. Dans la nuit du 20 au 21 septembre, un Puma de l'escadron de transport outre-mer s'abîme au large de la Désirade au cours d'une évacuation sanitaire. Une défaillance mécanique qui fait 9 morts, 7 militaires et 2 Désiradiens. La Désirade, la terre la plus à l'est de l'archipel guadeloupéen, la première île rencontrée par le cyclone Hugo, celle sur laquelle le monstre a affûté ses griffes. On est resté sans nouvelles de la Désirade pendant près de 48 heures après le passage du phénomène, et les rumeurs les plus folles encore eues quant au sort des 1500 habitants. Le spectacle est impressionnant, plus de 80% des habitations sont détruites, mais par miracle, aucune victime n'est à déplorer. Pour cette bourgade de pêcheurs, cependant, l'avenir est particulièrement compromis. Pour reprendre tout à zéro, les casiers sont... Nous n'avons plus de casiers. Et ainsi que le bateau est endommagé, il me faut environ 2 à 3 semaines pour reprendre le bateau. Mais les casiers, il faut encore recommencer. Tout le peuple, même, enfin, ils ont failli, quoi. Ils ont endommagé, et même les animaux. Ça a été une clôture, il y a pas de clôture à eux, il n'y a pas de matériel de pêche à eux, il n'y a pas de clôture à eux, il n'y a pas de maison à eux. Là, nous l'avons atteint, enfin, tout. Après ça, nous tenions, et pour nous repartir encore, pour nous tenions aide. Enfin, pour nous repartir, et puis nous prenons les principaux matériels de pêche, canottes, motets. Ça, il était nous un morceau, ça nous trappait, ça le morceau nous trappait. Ici également, l'aide extérieure est indispensable. L'armée et la gendarmerie se sont déployés sur le terrain pour tenter de sauver ce qui peut l'être encore. Un nettoyage effectué à vitesse grand V qui permet aux Désiradiens, en quelques jours, de retrouver des raisons d'espérer. Il reste encore certaines situations critiques, mais disons que nous avons fait un grand pas en avant. Nous espérons, d'ici une huitaine de jours, redonner à l'île un caractère humain et redonner aux gens la possibilité de retrouver des repères humains afin de reprendre une vie normale. Je ne demande pas d'être prioritaire, mais devant ma situation et devant mon âge, je sais que je n'arriverai plus à avoir une maison comme ça. La petite case que j'avais. Mais au moins si l'État peut m'aider d'avoir une toute petite. Hein, et je tâcherai de m'abriter les uns sur les autres avec mes parents. La Désirade sinistrée mais courageuse, prête à se remonter les manches pour ne pas céder à l'assistance, même si on l'appelle solidarité. Redresser la tête avec fierté, c'est le mot d'ordre sur l'île, mais il en attend aussi les secours matériels et financiers nécessaires à la reconstruction de la commune. L'organisation interne permet à tous de s'abriter et de se nourrir, reste maintenant à assurer la reprise économique et à trouver les moyens pour poursuivre l'éducation des enfants. Un casse-tête pour la municipalité et les différents responsables socio-culturels, les pertes sont dans tous les secteurs trop importants pour envisager une relance dans les jours, voire dans les semaines qui suivront. L'eau, déjà considérée comme denrée rare, n'arrive plus dans les foyers. La centrale de traitement de l'eau de mer est inutilisable. On ne table plus désormais que sur la concrétisation du projet de conduite sous-marine entre Saint-François et la Désirade. Ici, on mettra longtemps à oublier ce 16 septembre 89. Et encore, à condition que les promesses soient tenues. Il faut c'est la nécessité. Les gens qui ont des prélat sur le toit, ce sont des gens qui ont des maisons en dur. Les maisons en bois n'ont pas de prélat. Il n'y a pas de solidarité. Ce sont des gens qui ont de l'argent, qui en ont. Allez regarder à Sergent, il n'y a personne qui a pris. Mais monsieur la cascade, madame ceci, madame cela. C'est ça qui tue la politique et qui tue la boîte, le moule. Le moule est tué par la politique. La politique con et aveugle. La colère qui monte au moule comme ailleurs, les mouvements de foule sont quotidiens. Difficile de vivre sans toit, sans argent, de perdre toute intimité et parfois la dignité. Pour de nombreuses familles, l'après-Hugo est un calvaire. Non pas les premiers jours lors desquels on sait faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais au bout d'une semaine ou 10 jours. Une période charnière que l'on s'était imaginée sous un autre angle,
Les bonnes volontés existent, mais les problèmes de logement, d'approvisionnement, d'emploi ne peuvent être gommés en un clin d'œil. Alors, c'est l'épuisement qui prend le dessus. Faut pas tout seul. Pas tout seul, mais il faut d'abord s'occuper des plus défavorisés. Ah oui, à quel Mais niveau? moi je constate que c'est toujours les mêmes qui mangent, toujours les mêmes qui ont Mais non, mais à quel la niveau? facilité. À quel niveau? À quel niveau? Au niveau de d'alimentation. Et tout on peut constater. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On fait tout ce qu'on pourra pour vous. C'est la peine, c'est pas la peine d'engueuler. Ah, plus on travaille pour vous, on va voir que vous me dites que non, mais c'est vrai. Et qu'on vienne à la mairie, qu'on vienne pas à la mairie, c'est la même chose. Parce que madame la maire même, elle est bousculée, elle ne comprend rien du tout. Et c'est pas de sa faute, c'est pas elle qui a fait le cyclone. Mais il faut informer la population de rester chez eux. Ça, c'est notre habitude de dire que les vivres vont chez certains. Je pense que non. Parce que moi, je suis le maire de tout le monde. Donc je pense que mes conseillers municipaux, sur le terrain, font exactement pareil. Ils distribuent les vivres à ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, les besoins urgents, je pense que ce sont encore des bâches. Parce qu'il y a des gens qui peuvent rester chez eux. Et alors, il pleut, puisqu'il pleut, et on a besoin de bâches. Mais logiquement, on m'a dit que j'avais déjà plus de 600 bâches pour le moule et je ne les ai pas encore reçues. Parce que... Parce qu'on a l'impression que les choses sont arrivées sur l'île, mais qu'elles ne sont pas distribuées. Entre Pointe-à-Pitre et le moule, il y a eu des détournements. Mais maintenant, on est obligé de faire le convoi qui part de Pointe-à-Pitre, escorté par la police. C'est pas sérieux. En fait, c'est comme ça. On m'a donné une bêche. Qui? À la gendarmerie. Je ne sais pas s'il y en a pour tout le monde. Et on m'a donné une. Je me suis dérangée pour aller chercher. Vous pensez que les autres ne se déplacent pas et c'est pour ça qu'ils n'en ont pas? Moi, je dis ça. Parce que moi j'ai déplacé, c'est ça. On m'a donné une. Bon, là, d'accord. Oui, il y a beaucoup de choses. On va me flatter, moi. Oui. Des bâches, il en arrive pourtant des milliers à l'aéroport international du Rézé, remis en état pour accueillir le pont aérien métropole Guadeloupe. D'incessantes arrivées d'avions cargo remplis des matériels les plus divers, de la caisse de clous aux poteaux électriques, en passant par les tentes et les citernes. La solidarité nationale, calculée à la tonne, est prise en charge par l'armée ou la gendarmerie, jusque dans les centres communaux. Là, ce sont souvent les assistantes sociales qui s'occupent de la distribution tant critiquée. Un travail ingrat pour ces hommes et ces femmes qui ont parfois l'impression de jouer un rôle tampon entre un PC hors sec au bord de la rupture et des familles écœurées par des disparités volontaires ou accidentelles. Nous connaissons un petit peu la population des plus déshéritées. Et bon, actuellement, il faut dire qu'une grande partie de la population est déshéritée. Nous essayons, bon, en fonction de notre connaissance du secteur, en fonction des sections qui sont les plus... parce que c'est vrai qu'il y a quand même des quartiers qui sont quand même moins touchés que d'autres. Nous essayons de répartir bon, les dons que nous avons et en fonction le plus justement possible. De toute façon, je pense que c'est toujours très difficile parce qu'il faut faire vite. Bon, et puis... je pense qu'effectivement, bon, c'est possible qu'il y ait des dérapages, c'est possible qu'il y ait des gens qui essayent de profiter bon, de la situation et qu'il y ait des gens qui en ont besoin et qui peuvent passer à travers de l'aide. Outre cette organisation institutionnalisée, les initiatives privées existent également. De véritables convois de vivres ont dès le lendemain du cyclone encombré la RN1 entre Basse-Terre et les communes de la Grande-Terre. Des convois qui perdureront ensuite. Parents, amis, associations, entreprises, tous ceux qui ont échappé à la catastrophe participeront à ces opérations coup de main. Opérations complémentaires puisque menées dans des zones de campagne très isolées, une solidarité à figure plus humaine aussi. Le passage des convois est un moment privilégié, on échange des informations, on se réconforte mutuellement et l'entente ensemble de planifier l'avenir. On s'aperçoit enfin que les voisins d'hier sont les amis d'aujourd'hui. On y va. Allez. Tout le monde arrive à être hébergé. On se débrouille, mais on a des petites chambres, mais on s'arrange. Combien de temps vous allez pouvoir tenir comme ça? Ah, je ne sais pas, hein, parce que moi j'en ai deux fils qui sont déjà assez grands. On vit ensemble là, on a deux petites chambres là-bas, et c'est pas terrible. Hein. 1200, 1300, 1400 et 1500 francs. Les secours, la solidarité nationale, c'est aussi une série de mesures mises en place par le pouvoir politique.
Parmi celles-ci, l'une des plus spectaculaires est peut-être l'attribution des aides financières de première nécessité. Un geste de la communauté française et européenne pour subvenir aux besoins immédiats des familles en détresse. 1 500 francs par foyer, 500 francs pour le conjoint et 500 francs pour chaque enfant à charge. Une aide financière d'urgence qui s'élèvera au total à près de 30 millions de francs. Morne-à-l'Eau aura été la première ville servie, un samedi après-midi lors duquel 1 millier d'enveloppes seront distribuées. Une action coup de poing aussi contre les pesanteurs administratives, puisque pour la première fois dans l'histoire de la gestion des fonds publics, les bénéficiaires de l'aide n'auront pour toute formalité qu'à contresigner une déclaration sur l'honneur, une sorte de contrat de confiance entre l'État et les sinistrés. Les aides affluent donc, mais le mal de vivre persiste chez certains. Les plus touchés psychologiquement sont les réfugiés. La précarité de leur situation entraîne d'incontournables déchirements. Notre maison n'a pas de toiture. Nous sommes à l'injure du temps et par conséquent, nous sommes vraiment des réfugiés. Nous attendons l'aide de l'administration pour savoir qu'est-ce que nous devons faire pour entrer chez nous, parce que nous n'avons rien. Publication aujourd'hui du rapport sur l'efficacité de l'administration, Michel Rocard. Les réfugiés du hall des sports de Pointe-à-Pitre ont également tout perdu. Leur case, ils en gardent un souvenir trouble. Les images du passé ont peine à s'imposer à celles du présent. Comment admettre qu'un tas de planches et de tôles est tout ce qu'il reste de plusieurs années de labeur et de bonheur, construit par petites touches, mais détruit d'un seul tenant, en quelques minutes parfois. Bien sûr, l'on est heureux d'avoir survécu et ce bonheur-là fait oublier les premières difficultés. C'est ensuite que les choses se gâtent. L'inactivité, la vie en communauté, les lamentations. Chaque jour, le fardeau semble plus lourd. Alors qu'à l'extérieur, on ne parle plus que de reconstruction et de projets à mener à terme, les réfugiés ont le sentiment d'être exclus de cette marche en avant. Pour eux, pas de projet, pas d'espoir. Demain est un mot que l'on ose à peine prononcer. Les réfugiés ont du vague à l'âme, l'abri devient prison. La survie n'est en fait qu'une petite mort dans ces conditions. Avec les bébés, on est obligé de tenir le coup. Bien que ce n'est pas une vie, mais on n'a pas le choix. Pour le lait, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui nous emmènent, on a l'infirmière à côté. Tous les matins, elle passe pour savoir s'il ne manque pas de lait ou bien de l'eau. Tout ça, on s'occupe de nous assez bien. Il y a à peu près 607 personnes qui travaillent pendant la journée et rentrent le soir. Et je pense que c'est bien à faire. Si on a son travail, on ne peut pas abandonner son travail. La vie continue, quoi. Parce qu'il faut, pour s'en sortir, il faut travailler. Réfugiés, certains le sont dans des conditions plus particulières encore. Quelques dizaines de jeunes ou de sans ressources ont perdu avec le cyclone leur ultime chance d'intégration sociale. Ces sans-emploi sont devenus des sans-toit-ni-loi. Seule solution pour s'en sortir, trouver un abri par tous les moyens. Plus précisément, en squattant les appartements des tours en construction dans la périphérie pointoise. C'est mon beau-frère qui m'a dit de venir ici parce qu'il y a des gens qui prennent des appartements ici. On a venu lundi, mais quand on est venu lundi, parce que tout est déjà plein. Et il m'a aidé à trouver ici. Ils sont déjà forcé la porte. Et moi, je suis entrée. Je suis à l'abri, c'est le principal. Je dors ici, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. On n'a rien à manger. Situation précaire pour les hommes, mais bouleversement tout aussi perceptible pour le tissu économique guadeloupéen. L'après-Hugo, c'est un bilan catastrophique. Dans le secteur agricole, 967 millions de francs de dégâts matériels et de pertes de production végétale ou animale. En y ajoutant les estimations de remise en état des terres ou des structures, on arrive à un total de 2 milliards de francs lourds.
Un exemple de l'effet Hugo dans ce secteur, la ferme avicole de Campêche à Anse-Bertrand. La plus grosse exploitation de volailles ressemble à une décharge sauvage. Les 21 bâtiments ont été soufflés, une entreprise leader hier d'un marché porteur et qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. On comprend mal cette punition après tant d'efforts. Je dois vous dire que lorsque j'ai ouvert la porte que j'avais barricadée dimanche matin, j'imaginais assez mal l'ampleur du désastre que j'ai vu. Je ne sais de quelle manière nous allons pouvoir attaquer la reconstruction de cette ferme, si toutefois cela est possible. 21 bâtiments anéantis, l'ensemble du cheptel également anéanti. Je ne sais ce que nous allons devenir. Que penser encore de l'avenir de la canne, seconde production de l'île, en crise depuis plusieurs années, mais à la recherche d'un second souffle depuis quelques mois. L'industrie sucrière n'avait de toute évidence pas besoin d'un tel électrochoc. Les sucreries ont beaucoup souffert, 100 millions de francs de dégâts et 23 millions pour les distilleries. Le sucre et le rhum made in Guadeloupe ne seront pas présents sur le marché international en 1990. La production de canne va sans doute chuter de 50 à 60% et la richesse saccharine risque de s'en ressentir au-delà de cette saison 89-90. L'industrie cannière va-t-elle ainsi perdre tous les bénéfices d'une gestion rigoureuse et efficace? Certains responsables économiques estiment en tout cas qu'il sera inopportun de faire tourner les 4 usines l'année prochaine. Une analyse qui embarrasse fortement les élus locaux. Si l'on hésite à parler de secteur porteur d'avenir, la canne n'en est pas moins un important pourvoyeur d'emplois et leur maintien semble compromis. En fait, la production de canne va diminuer de 65%. Donc à ce moment-là, ne nécessite plus la mise en marche de 3 sucreries. Et forcément, ce qui amènera un chômage dramatique. Et c'est là où nous avons des dispositions à prendre. En tête du palmarès des exportations guadeloupéennes, la banane a eu droit avec le passage d'Hugo à un enterrement de première classe. Fortement secoué par le cyclone Gilbert il y a un an, éreinté par la chute des cours en mai 89, le secteur bananier est sur le point de rendre l'âme. Aucun doute sur le bilan, la production est détruite à 100%. Pas un seul bananier n'a résisté aux rafales atteignant parfois 280 km/h. Sur le papier, cela se traduit par un impressionnant alignement de chiffres, 300 millions de francs de pertes et 600 millions de remises en état. La banane engloutira la moitié des sommes destinées à la relance agricole. Une occasion supplémentaire pour attiser le débat entre les pour et les contre. Faut-il continuer à produire de la banane alors que la moindre intempérie remet en cause toute une saison? La question ne s'est même pas posée pour les exploitants. Aujourd'hui, ils replantent, sachant que dans 10 mois, les nouveaux régimes seront à maturité. Ce cycle le plus court du monde végétal constitue la principale raison de persévérer, même si les petits propriétaires s'en tireront avec bien du mal. Un cyclone pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que je suis vraiment sinistré à 100%, qu'il n'y aura plus de récolte, qu'on n'aura plus de revenus, que ce sont des ouvriers qui seront au chômage. Par exemple, moi j'ai 5 ouvriers qui seront absolument au chômage après la replantation. Holocauste végétal enfin avec le saccage de la mangrove et de la forêt. Des arbres tordus, arrachés, brûlés par le sel. Un spectacle affligeant mais un mal nécessaire. La forêt tropicale a besoin de ces bouleversements pour se régénérer. Malgré l'ampleur des destructions, on estime qu'il faudra moins de 5 ans pour que ce poumon de la Guadeloupe retrouve quasiment sa densité antérieure. Si les beautés naturelles de l'île d'Émeraude ont subi bien des dommages, l'archipel veut et peut encore plaire. Certes, dans la grande hôtellerie, les dégâts matériels dépassent les 100 millions de francs contre 26 millions pour la petite et moyenne hôtellerie. Mais le plus grave pourrait être la disparition pure et simple de la destination Guadeloupe, les voyagistes hésitant désormais à vendre une semaine de rêve dans un pays dévasté. C'est cet a priori négatif que l'on s'attache ici à gommer. Chacun sait combien le redémarrage touristique tient une place prépondérante dans le nouvel essor, alors on met les bouchées doubles.
Les équipements d'accueil et de restauration, toutes les structures à vocation touristique font depuis plusieurs semaines l'objet de soins attentifs. L'objectif avoué est d'aborder la prochaine saison, ouverture à la mi-décembre, dans les meilleures conditions possibles. De Dé à Saint-François, en passant par Gosier, Sainte-Anne et Port-Louis, les plages de la Guadeloupe ont déjà retrouvé une partie de leurs atouts. Pour les voir peuplées d'Européens ou d'Américains, reste encore à faire passer le message. Si Hugo a braqué les projecteurs de l'actualité sur la Guadeloupe, il faut maintenant penser à une publicité beaucoup plus adaptée. Vendre l'image d'une Guadeloupe différente, mais au charme toujours intact, c'est l'ambition des professionnels du secteur. Un tel événement, une telle catastrophe, il est sûr que dans l'esprit des populations touristiques métropolitaines, voire européennes, il y a une connotation catastrophe égale Guadeloupe. Mais je pense que très rapidement, cette image devrait disparaître une fois que les premières images de la reconstruction vont parvenir sur les marchés générateurs de clientèle. La reconstruction, on ne parle plus que de cela. Reconstruire un parc de logements appauvri de près d'un tiers. Réactiver l'économie pour éviter une inflation du chômage proche de 30% en période normale. Réamorcer le dialogue pour préparer le marché unique de 93. Remotiver une population choquée. Il faut partout refaire, recommencer, réapprendre, remodeler le projet Guadeloupe 2000. Mais sommes-nous prêts à faire ces efforts à suer sang et eau alors que l'assistance et que la solidarité ont installé des habitudes? De tous côtés l'on s'affaire, on veut apporter une pierre au nouvel édifice. Mais cela est-il suffisant? La bataille ne doit-elle pas se doubler d'une prise de conscience et d'une évolution radicale des mentalités, le changement sociologique que l'on annonce depuis 10 ans? Si le cyclone pouvait changer ses habitudes de querelles individuelles et personnelles, si elle pouvait aussi faire taire les querelles idéologiques, les gens qui glosent sur le statut de la Guadeloupe, parce que je crois qu'il y a lieu actuellement de créer les conditions d'une véritable maïeutique du développement. Il s'agit d'un développement économique et du progrès humain pour la Guadeloupe. Élaborer des thèses d'avenir, cela peut aussi devenir un jeu dangereux. Chaque individu voit ce futur selon un angle qui lui est propre, une parcelle de solution, mais pas la solution. Pourtant, la Guadeloupe a maintenant besoin d'un projet susceptible de provoquer l'adhésion du plus grand nombre. Même si l'on ne repart pas de zéro, le moment est propice à la redéfinition des priorités. La suppression globale et définitive des îlots d'insalubrité ou des bidonvilles semble faire l'objet d'un consensus. Si l'on détermine qu'il s'agit bien de l'une des priorités de la nouvelle donne, il faut aussi s'offrir les moyens de mener l'idée à son terme. Mais il ne s'agit que d'une seule pièce du puzzle et l'on ne sait pas encore très bien ce que représente l'image définitive. Une chose est certaine, contrairement à l'île voisine de la Dominique, qui traîne toujours les séquelles du cyclone David, 10 ans déjà, la Guadeloupe, elle, a résolument pris le parti de vaincre ce nouvel obstacle. Quimbéraide, pas molly, il ne faut pas faiblir. Si demain vous partez, n'oubliez pas de dire au monde entier que la Guadeloupe ne mourra jamais.